Bouddha a dit, vous êtes ce que vous pensez. Tout ce que vous êtes provient de vos pensées. Avec vos pensées, vous créez le monde. Cette phrase, je pense que c'est du Dharmapada, le premier écrit, enfin première parole rapportée de Bouddha. Cette phrase n'est pas une formule psychologique destinée à flatter l'optimisme ou encourager la pensée positive. Elle est une invitation radicale à regarder où naît notre monde. Nous croyons être dans le monde comme un objet posé sur une table, comme un bout de fleurs posé sur la table. Mais en vérité, le monde que nous habitons est tissé de nos interprétations, de nos mémoires, de nos projections. Nous ne sommes pas simplement dans le monde, nous sommes le monde. Nous sommes le monde que nous fabriquons, tel qu'il se construit à travers nos habitudes mentales, nos samskaras, nos références, nos jugements, nos peurs, nos etc. Et tout ceci forme l'architecture invisible dans laquelle nous circulons après les avoir faits nous-mêmes. Il n'y a pas de sol fixe, il n'y a pas de table fixe, il n'y a pas de point d'appui absolu. Ce que nous appelons réalité est déjà coloré par la manière dont nous la pensons. Inutile de dire que la vérité la vérité des autres n'est pas des autres. Et dans ce monde, la seule autorité à l'œuvre, ce sont nos conditionnements. Et ces conditionnements, eux-mêmes, sont mouvants, sont changeants. Ainsi, la seule chose stable est le changement. Je répète, la chose stable est le changement. On ne peut compter que le changement. Cette absence de socle solide peut sembler vertigineuse parfois, parce que nous aimerions croire qu'il existe quelque part un terrain solide, une vérité définitive, une identité immuable qui est à l'eau et sur laquelle nous pouvons reposer. Mais ce n'est pas le cas. Et toutes les promesses qui nous ont été faites. Il y a, à ma connaissance, il n'y a que le zen qui ne nous promette aucun refuge de ce type. On y parle d'éveil, de satori, il vient du verbe satoru, qui veut dire voir clairement, mais voir clairement ne signifie pas trouver une nouvelle croyance plus rassurante. Cela signifie voir qu'il n'y a rien de fixe à quoi s'accrocher. Voilà ce que c'est que le satori. Voir qu'il n'y a rien de fixe à quoi s'accrocher. Évidemment, pour l'ego, cette découverte est effrayante. La plupart du temps, il préfère regarder ailleurs. Parce que l'ego vit d'ombre et d'histoire. Il s'alimente d'images qu'il fabrique et ensuite qu'il défend.
c'est comme une chauve-souris qui craint la lumière. Sauf que là, il s'agit de la lumière de la sagesse. On préfère les coins obscurs ou les récits qu'on ne remet pas en question, comme Dieu. On ne remet pas Dieu en question, ou Allah, on ne le remet pas en question. La réalisation vécue comme une menace par ceux qui veulent une menace pour les. Pourquoi cette peur? Eh bien, cette peur, l'ego se nourrit du connu. Il ne se sent bien et à l'aise dans le connu. Il préfère la souffrance familière, à la limite, que l'inconnu libérateur. Nous restons attachés à ce qui nous fait mal parce que cela définit une identité. Sans mes problèmes. On s'attache à sa maladie, à ses conflits, à ses difficultés financières, non pas par goût de la douleur, mais parce que ces éléments forment un récit, ils tissent un récit cohérent autour de l'hypothèse d'un moi, d'un je, d'un ego. Ils donnent consistance au moi. Et donc, si on abandonne ces récits, on disparaît. Seule la méditation ou son équivalent ouvre ou peut ouvrir une brèche ou faire un trou dans ce tissu. Elle offre la possibilité de rompre avec la répétition du passé. Mais l'ego résiste subtilement. Il remet la pratique à plus tard. Il remet la méditation quotidienne toujours à plus tard. Il invente des justifications. Il transforme l'enseignement en objet d'étude intellectuelle qui va le grandir en expérience vivante. Il pressent que la sérénité pourrait exister sans lui. Et cette perspective est inquiétante. Car dans le silence de Zazen, il n'y a plus de centre solide à défendre. Il y a seulement la respiration, la posture, la présence. Pratiquer le zen implique en effet une rupture. Non pas une rupture avec le monde, mais avec l'addiction au connu. On est addict au connu. Pratiquer le zen et accepter une rupture dans cette addiction. Nous sommes dépendants de nos habitudes mentales. Nous revenons toujours aux mêmes pensées, aux mêmes scénarios, aux mêmes inquiétudes. Elle ne nous demande pas de fabriquer un nouveau personnage plus spirituel, par exemple. Il nous invite à déplacer notre refuge. Nous nous étions réfugiés dans le connu, il nous propose de déplacer notre refuge. Au lieu de nous réfugier dans l'air, à nous tenir dans le réel. Non pas un réel théorique qu'on nous aurait appris, mais le simple fait d'être ici, maintenant, là où il n'y a en fait aucune autre possibilité. Parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que d'être là. On croit souvent que cette attention constante dans le fait d'être là, par exemple,
on pense souvent qu'elle exige un effort important. On parle de devoir rester conscient, comme s'il s'agissait d'un travail ou d'une tâche supplémentaire à accomplir, mais le mot devoir introduit déjà une forme de tension. Il n'est pas question de devoir être quoi que ce soit. Le fait d'être conscient n'est pas un effort. C'est notre nature en réalité. Ce qui fatigue, c'est la lutte pour maintenir une image de soi, pour atteindre un idéal, pour contrôler l'expérience. Je pense à la gazelle dans la savane. Elle est naturellement présente et consciente. Ce n'est pas quelque chose d'ajouté. C'est quelque chose qui est naturel. Ce qui fatigue, ce qu'on vient de dire, c'est la lutte pour dire l'image de soi. L'effort, s'il est dispersé, nous éloigne de la simplicité. Nous fixons un objectif, comme de devenir calme, devenir éveillé, devenir meilleur. Et cette fixation engendre frustration et les zazen renversent cette logique. On ne médite pas pour obtenir quelque chose. On s'assoit simplement. On laisse passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Ces pensées apparaissent, se transforment et disparaissent et on les laisse faire. Les émotions, pareil. Les sensations surgissent et se dissolvent. Et progressivement, nous nous habituons à observer sans saisir, sans nous laisser entraîner. Comme on regarde un arbre, un oiseau ou la pluie. Et peu à peu, l'idée d'un individu central qui devrait tout contrôler perd de sa force. Il va construire à chaque instant que dans cette disponibilité, il y une simplicité, charge manifeste. La réalité que nous pensions solide se révèle alors, nous appelions mon monde est une interprétation. Cela ne que rien n'existe. Cela signifie que notre manière de voir est impliquée dans ce que nous voyons. C'est comme les expériences en physique quantique. L'expérimentateur intervient dans l'expérience. Et là, de la même façon, notre manière de voir est impliquée dans ce que nous voyons. Lorsque nous restons dans une vigilance ouverte et sans préférence, tout seul. Nous ne cherchons plus à ajuster le réel à nos attentes, nous laissons le réel être ce qui est, tel qu'il est. Il peut sembler paradoxal de parler d'une addiction au vrai, pourtant,
lorsqu'on goûte à cette simplicité, l'imaginaire perd son attrait, tout seul. L'imaginaire devient inintéressant. C'est comme on perd une addiction, par exemple une addiction à l'alcool, eh bien, à certains moments, l'alcool devient inintéressant. Les drames mentaux deviennent moins captivants, non parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils apparaissent pour ce qu'ils sont, des constructions passagères. La dépendance change de nature. Au lieu d'être dépendant de scénarios fictifs, on devient fidèle à la présence, à la simple présence. Ce n'est pas une contrainte, c'est un vrai soulagement. Le vrai ne consiste pas à découvrir une essence cachée derrière des phénomènes, il s'agit de voir les phénomènes tels qu'ils sont, c'est-à-dire impermanents, interdépendants, vides d'existence propre. Vide ne signifie pas inexistant, cela signifie libre de fixité. Libre, soit d'inhérent. Libre parce que interdépendant et parce que impermanent. Une fleur existe, mais elle dépend de la terre, de la pluie, du soleil et aussi du regard qui la contemple. Et de même, notre identité existe comme un processus, mais pas comme une substance figée. Et par conséquent, lorsqu'on dit que le monde est illusion, il ne s'agit pas de nier son existence, il s'agit de dissiper l'illusion de permanence et de séparation. Le monde est réel, mais il est fluide. Il est en mouvement constant. Pas s'accrocher à quelque chose qui est en mouvement constant. S'y accrocher comme à une chose solide crée la souffrance. Ça crée la souffrance parce que c'est juste impossible. Et l'accueillir dans sa transformation ouvre à la paix, parce que c'est conforme au réel. Alors le changement n'est plus une menace, il est la danse même de la vie. Le moi cesse d'être une sorte de forteresse à défendre et devient un courant traversé par l'expérience. Comme il n'y a pas de sol fixe, il n'y a plus non plus de chute. Donc le zen ne nous enlève rien, il retire seulement ce qui était imaginaire. Ce qui demeure est simple, silencieux, vivant, serein. Être le monde au lieu de s'y opposer, être le changement au lieu de le craindre, et découvrir que dans cette absence de fondation solide, il y a une liberté immense qui est celle d'être simplement, d'être pleinement sans se figer dans un flux sans commencement ni fin.